Lacan, nous et le réel, 17e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors d'abord, ça c'est une question très intéressante, très importante, puisque ça replace le sujet dans sa position de dépendance, on peut dire, d'aliénation à l'autre. Il suffit de penser au fait que nous sommes les seuls êtres de cette planète à être à ce point dans une néothénie aliénante. C'est-à-dire quand on voit les autres espèces, par exemple, l'exemple que je donnais, c'était celui du petit gnou qui naissait donc dans la savane. Là, on le voit sortir et tomber par terre, mais immédiatement, il se met sur ses jambes. Il va pour téter, la maman gnou fait un petit pas, et puis il est obligé d'apprendre à marcher. Donc immédiatement, il sait marcher. Et puis il approche encore pour téter, et cette fois, elle court un peu. En quelques secondes, en fait, il sait marcher, il sait courir. Donc il est pratiquement prêt à affronter, il est petit, il est fragile, etc., mais il est prêt à affronter la vie. Or, quand on pense que nous, les êtres humains, nous sommes frappés, on peut dire, de néothénie, c'est-à-dire d'une naissance anticipée très largement sur nos capacités d'émancipation et d'autonomie, puisque pendant 18 mois, 9 mois dans un premier temps et encore 9 mois après, on ne peut pratiquement rien faire. C'est-à-dire, la marche, ça commence à venir à partir du peut-être 9-10e mois, mais c'est une marche très hésitante, mais on dépend intégralement de quelqu'un d'autre pour nous nourrir, pour s'occuper de nous, pour nous changer, pour nous entourer, pour nous manifester le fait que ça a du sens d'être en vie. Et ça dure très longtemps, parce que là je parle juste des premiers mois de la vie, donc 9 mois et 18 mois, mais en vérité pour certains ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Ils ne peuvent pas sortir d'une dépendance à l'autre. Donc l'autre c'est la mère en l'occurrence, en tant que fonction maternelle, hein, c'est pas vraiment le personnage de la mère, c'est le fait d'attendre sa subsistance de l'autre. Donc, d'une certaine manière, l'autre nous précède toujours de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la réalité, mais il nous précède aussi en tant qu'autre du langage avant notre propre naissance, puisque avant notre propre naissance, nous sommes déjà nommés. Il va s'appeler comme ça, ou elle va s'appeler comme ça, on appelle déjà, on parle, on s'adresse, donc le langage existe déjà, donc il y a toujours de l'autre. Donc forcément, la dimension de l'autre qui est toujours déjà là, toujours présente, ça c'est ce qui caractérise pour nous aussi bien l'ordre symbolique, c'est-à-dire celui du langage qu'on vient d'évoquer, donc la précession de notre sujet qui existe déjà en tant que nommé. Il est déjà fait partie d'un corps de phrases, notre sujet. C'est-à-dire, dès qu'on donne nom à un enfant, on l'inscrit dans une phrase, et donc il existe déjà au plan symbolique. Et puis sur le plan de la réalité, donc de la substance jouissante du corps, il y a aussi cette dépendance à l'autre qui cette fois est liée à la subsistance. Le bébé est obligé de manger, d'être nettoyé, lavé, cajolé,
d'être pris au bras. Donc l'autre est toujours présent, c'est une dimension, disons, non seulement inévitable, mais fondamentale pour nous. Nous appartenons à l'autre. Ensuite, c'est là où il faut faire la différence entre ce qui est de l'ordre d'une dimension humaine en soi et le pour soi de l'être humain. On peut dire qu'un bébé comme ça, c'est déjà un homme en soi, mais il ne l'est pas encore pour soi. C'est-à-dire qu'il aura dû construire un mode d'humanisation à travers l'humanisation que vont lui proposer les gens qui l'entourent, donc l'autre, hein, l'autre en tant que système du langage, mais l'autre en tant qu'il est représenté par des petits autres que sont la mère, le père et puis les autres, avant d'advenir à une forme d'autonomie possible. Et c'est là où, dans le Lacan de l'autre n'existe pas en tant que A barré, hein. Alors ce qu'il faut entendre là, c'est que l'autre grand A n'existe pas en tant que sujet. C'est-à-dire que c'est un système automatique d'un langage qui fonctionne avec des combinaisons, c'est le jeu des signifiants entre eux, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre et il n'y a pas d'autre de l'autre. En fait, ça veut dire presque la même chose là, parce que ça veut dire que ce n'est pas un sujet. Nous sommes en fait, in fine, chacun un monde et on est absolument seul avec le langage. Et c'est là où la dimension freudienne est à proprement parler subversive et incompatible avec tous les systèmes qui ne tiennent pas compte de ce qui est absolument spécifique chez Freud, et notamment chez les marxistes, parce que peut-être on va en reparler tout à l'heure, parce que je vais essayer d'aborder un peu ce plan avec la philosophie, c'est que pour Freud, la société, les autres, en fait, procèdent du refoulement et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a pour Freud ce qui nous vient de l'extérieur est déjà notre propre refoulement. Voilà, ça c'est une dimension très importante pour saisir en quoi le grand autre n'existe pas de Lacan est une libération, c'est-à-dire une émancipation, une désaliénation pour le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet autre. En fait, il y a de l'autre, il y a toujours de l'autre, mais cet autre-là n'est pas considéré comme un sujet. Il a un rapport direct avec notre propre refoulement. C'est un système. Donc, si on lui donne on lui attribue une fonction de sujet, alors il fonctionne comme un sujet. Et alors on est en position de minorité, de victime, etc. Donc c'est en ça où le grand autre n'existe pas, c'est quelque chose à quoi on doit arriver à la fin par le travail de l'analyse. Donc et alors, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, et là on peut dire que si on connaît un peu la théologie, ça correspond à la troisième étape, à l'islam, mais pas à l'islam dont on parle aujourd'hui, des imams illettrés, stupides qui occupent les écrans de télévision, mais l'islam tel qu'il est conçu par notamment les poètes soufis et Ibn Arabi au Xe siècle en Perse, c'est qu'il ne peut y avoir d'islam véritable que dans ces périmètres très étroits autour du Golgotha, c'est-à-dire que l'autre ne peut jamais disparaître. Il nous préexistait et il nous survivra d'une certaine manière sans pour autant avoir été sujet. Mais il aura fallu passer toutes ces étapes. Donc le dernier Lacan met en scène une forme d'amour oblatif, on dira, d'une certaine manière, de retrait vis-à-vis de l'altérité radicale de l'autre, en tant qu'il restera toujours une altérité radicale. Et c'est un retrait du sujet qui se fait par l'amour.
Donc, en quoi la mort et l'amour, déjà pour Freud, sont très liés, et Lacan, lui, accomplit ce geste définitif qui rejoint en fait l'histoire théologique. Et donc, l'autre n'existe pas, c'est une considération qui vaut pour le sujet en tant que cette considération-là est l'expression qui lui permet de conquérir son émancipation, c'est-à-dire sa désaliénation. Parce qu'à partir de ce moment, il assume la responsabilité entière de ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il n'attribue pas à l'autre une fonction subjective qui va le mettre en minorité. Donc voilà comment on passe d'un autre omniprésent à un autre qui n'existe pas en tant que sujet, mais qui, cependant, ne perd jamais son altérité. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais à bout de l'autre en tant qu'il possède un savoir et une vérité, mais malgré tout, il n'existe pas en tant que sujet. Voilà, ce n'est pas un autre sujet, c'est pas un petit autre, c'est un autre en tant que mécanisme signifiant qui fonctionne de manière automatique dans la chaîne signifiante, mais qui ne peut pas être incarné. C'est pour ça que la résurrection christique, hein, il y a pas longtemps on était à Pâques, là c'est pas du tout, le Christ ne se réincarne pas en quelqu'un d'autre. Lorsque les apôtres lui disent où seras-tu quand tu auras disparu, parce qu'il sait très bien tout ce qui va se passer, il l'annonce avant. Il dit, quand tu auras de l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. Et donc ça c'est la notion de Saint-Esprit en théologie chrétienne, c'est-à-dire que c'est le système langagier. Le Saint-Esprit, c'est l'ordre symbolique. En fait, c'est dans la parole et dans la parole d'amour qu'il y a une résurrection. C'est par la parole, puisque la parole est ce qui, en psychanalyse, nous permet de civiliser la jouissance. Oui, mais c'est justement là aussi où il y a un cousinage entre l'enseignement de Lacan et la dialectique remise à l'ordre du jour par Hegel, 25 siècles après. C'est que, enfin 20 siècles après Platon, c'est que c'est pas le même autre. C'est-à-dire que c'est la position du sujet qui va changer. Et ça, on le retrouve justement, c'est pour ça que depuis un certain temps, j'insiste davantage, ça a toujours été mon axe, hein, puisque j'ai jamais quitté cette orientation-là. C'est-à-dire l'hégalianisme profond de Lacan. C'est ce qui m'a lié tout de suite à Slavoj Žižek. Hein. C'est son premier livre qui était sa thèse doctorale et que je trouve absolument remarquable, indépassable. C'est l'hégalianisme de Lacan, non pas dans les références explicites que Lacan fait à Hegel, il en fait beaucoup, mais c'est dans la structure même de son enseignement. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut revenir sur les concepts clés de Hegel, c'est-à-dire la négation de la négation, la dialectique en tant qu'elle introduit toujours un troisième terme entre deux extrêmes, selon un principe de syllogisme, et que la logique telle qu'elle se déploie entre la thèse, l'antithèse et la synthèse c'est la même que l'antithèse, mais sauf que le sujet a changé sa position. Et bien sûr, le moment le plus fascinant, celui que aussi bien Marx que Lacan, que la plupart des lecteurs de Hegel ont été absolument fascinés par ce passage-là, c'est la dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit. Et donc pour arriver à cette figure de l'autre qui soit au départ quelque chose de substantiel. Au départ, la mère, elle est quelque chose de substantiel pour l'enfant, puisque bien sûr, il y a la nourriture en tant que substance, mais c'est la parole même de la mère en tant que substance. C'est la langue, c'est le fait que la transmission de la parole se fait non pas par une forme d'apprentissage, c'est-à-dire selon un type de logique qu'on appellera hypothético-déductif, mais par imprégnation. C'est quand la mère parle à l'enfant,
ou ce qui tient lieu de mère, hein, parce que c'est pas la mère forcément en tant que génitrice, hein, et ça peut être quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enfant, mais qui occupe cette fonction-là. Et cette dimension-là, disons, elle est substantielle parce que c'est là où la langue, ce qui se transmet pour l'enfant, un certain mode d'accès au langage qui est d'abord une jouissance. Avant de signifier quelque chose, le langage signifie pour quelqu'un. Ça, c'est un autre substantiel. À la fin du travail, et c'est là pour ça que je passe par Hegel pour dire ça, c'est que dans la négation de la négation, je reprends un peu ça, hein, l'identité à soi-même, telle qu'elle apparaît chez un petit enfant. Les petits enfants, au début, ils ne peuvent pas dire « je ». Il dit « bébé a fait ça » ou il dit son prénom, mais il n'y a pas de possibilité de parler au jeu. Il parle de lui à la troisième personne. À un moment, il va sentir que il existe d'une certaine manière. C'est-à-dire, il a une identité propre à lui. Et cette identité-là, il ne sait pas à quoi il est identique, parce que dans l'identité, il y a identique. Mais en tout cas, ça lui donne une position où il se sent comme quelque chose de positif qui se définit par rapport au reste du monde qui est négatif. Donc, il négativise le monde. Il se met dans une position où l'affirmation de soi passe par la négativité du monde. Il détruit le monde, il casse ses objets, c'est une phase de toute puissance en quelque chose, comme une révélation, une forme de naissance, justement première sortie d'une altérité qui se passe par le langage, parce que si les enfants commencent à mentir, par exemple, petits, c'est pas un procédé vraiment moral, hein, c'est que ils ont le sentiment très profond qu'ils appartiennent corps et âme à l'autre. La seule manière de tester le fait qu'ils auraient une liberté possible, c'est de faire des choses que l'autre ne saurait pas. Donc, ils vont commencer à mentir, à raconter des histoires comme ça, jusqu'à arriver à cette phase, en quelque sorte, d'auto-affirmation de soi. Alors, cette première phase-là, elle est vécue comme une positivité en soi, mais une négativité du monde. C'est la première phase. Hein. Deuxième phase, alors, c'est que face à cette négativité du monde, l'enfant s'aperçoit que il y a une forme de persistance du monde. Même s'il détruit la nourriture, il y a d'autres nourritures qui viennent, il mange la pomme, il y a une autre pomme qui vient, etc. Donc il y a une forme de persistance. Il pourrait détruire à l'infini le monde, il se présenterait toujours à lui. Donc d'une certaine manière, là, ce qui se passe, c'est il va accepter certaines déterminations. Ça rentre aussi avec le langage, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important la manière dont on parle aux enfants. Il y a des parents qui disent aux enfants, tu es sale, tu es feignant, etc. Ça va constituer des déterminations pour l'enfant. Qu'il les prenne directement ou indirectement, c'est-à-dire de façon contraire, ça va le déterminer. Et petit à petit, il va se construire un faisceau de détermination. Donc, bon, ça va être, je sais pas, moi je suis né à Bastia, par exemple, j'ai grandi en Corse, donc je suis corse, donc j'ai un certain type de comportement aussi corse, et puis j'aime certaines choses et d'autres pas, je me laisse pas faire, j'ai une certaine fierté, voilà, c'est un ensemble de déterminations. On est dans un deuxième temps qui constitue cette fois, donc, la négation de la première
affirmation de soi comme positif, puisque cette fois, j'ai des déterminations. Donc je me nie en tant que volonté pure, positive, face au monde qui est négatif, que je négativise pour exister moi, indépendamment de tout le reste. Là, j'accepte certaines déterminations. On peut dire que c'est la formation du moi, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est une légende. Le moi est une légende. C'est une légende familiale. Donc selon les signifiants qui sont distribués, c'est pour ça que c'est très important ce qu'on dit aux enfants, ce qu'ils entendent, etc. Parce que ils vont développer certaines déterminations qui sont justement une particularité. Ils vont particulariser. Et ça, on a la notion d'individu au sens laxiste du terme, c'est-à-dire au sens contemporain, où quelqu'un se définit par rapport à ses propres particularités. Moi, je. Voilà. Mais moi, je, justement, moi, je, ce n'est pas le sujet. C'est une somme de déterminants. C'est une somme de détermination. Voilà. Et c'est là où la troisième phase, c'est-à-dire la négation de la négation, chez Hegel, c'est que le sujet, alors à ce moment-là, parce que la dialectique joue entre le particulier et l'universel. Il n'y a pas d'universel là, puisque il est une somme de déterminations. Je suis corse, tu es breton, bon, ce sont des déterminations. Comment retrouver l'universel là-dedans? C'est que le sujet applique alors à lui-même une négation de cette détermination. Ça, c'est le passage de l'analyse, justement. En analyse, l'ensemble de tes déterminations, ben, tu vas toutes les questionner, tu vas dire, mais est-ce que je suis vraiment comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas les tomates? Qu'est-ce qui fait que je me prends pour je sais pas quoi? Alors que, est-ce que c'est la vérité? Et si j'entends ma parole telle qu'elle me revient, parce que c'est là où l'analyse, justement, joue le rôle d'un autre, mais pas n'importe quel autre, pas le grand autre, justement, comme le font les psychologues ou les psychothérapeutes ou les coachs ou je sais pas quoi, où, justement, il y aurait une forme de conduite morale de la cure. C'est pas du tout une conduite morale, la psychanalyse, puisque le psychanalyste, lui, se met en position d'objet petit a. Donc il fait le mort, en quelque sorte. Il ne fait que renvoyer des interprétations qui vont faire dérailler la chaîne signifiante de l'analysant. Donc de cette manière-là, l'ensemble de cette détermination, cette fois, il prend un recul vis-à-vis de ça, et ça devient les autodéterminations qu'il s'applique à lui-même avec une distance. Alors, à ce moment-là, il rejoint un universel, puisque ce ne sont plus les déterminations qui le définissent. C'est la distance qui lui fait considérer que ce sont des autodéterminations. C'est-à-dire, comme dit Freud, quelle est ta responsabilité dans ce de quoi tu te plains? Donc, s'il remet en cause cette détermination, il ne va plus être identifié à cette détermination. Cette capacité de définir des déterminations comme autodétermination, là, il touche à l'universel. C'est-à-dire que c'est un sujet vide de toute détermination que Lacan appelle sujet barré. À ce moment-là, justement, simultanément à ça, le grand autre se barre aussi. Puisque ce n'est plus des déterminations qui sont efficientes s'il y a une distance. Le grand autre devient cette machinerie symbolique. Ça veut dire qu'il n'est plus sujet. C'est en ça, justement, où on peut parler de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, etc. Hein, parce que c'est si on attribue un sujet à l'autre en tant que grand autre, que on lui donne un statut d'existence. Mais si on le prive de ce sujet-là, le sujet en tant que sujet barré analysant, lui, il est seul avec la distance qu'il a mis avec ce qui est désormais son autodétermination. Donc il touche là à l'universel. Et c'est là où il y a une différence de terminologie entre Hegel et Lacan, parce que pour Hegel, ça, à ce moment-là, le sujet, enfin, ce que j'ai appelé le sujet analysant, c'est un individu. C'est-à-dire que pour Hegel, justement, il est arrivé à dépasser sa propre division. Puisqu'il s'est réconcilié avec l'universel. C'est-à-dire qu'il n'est plus
l'objet de détermination externe, que ce soit naturel ou culturel, c'est-à-dire de l'ordre de la réalité ou de l'ordre du langage, mais il est cette fois dans une conciliation d'être ce vide à partir duquel les déterminations lui sont arrivées. Il a cette distance vis-à-vis de ça. Tandis que pour Lacan, le sujet reste à ce moment-là un sujet, mais un sujet divisé qui assume pleinement sa division parce qu'il assume le fait que l'autre n'existe pas en tant que sujet. Qu'il n'existe pas en tant que sujet ne veut pas dire qu'il n'y ait pas l'autre. Il y est tout le temps, puisque l'autre, en l'occurrence, c'est le grand autre, et c'est donc le système symbolique qui fait que les mots que nous employons trouvent un sens et une signification. Qu'il y a à l'intérieur d'un champ de signification et hors du champ de signification. L'autre, là, devient ce système symbolique. Et on peut dire, si on va un peu loin dans la théologie, on peut dire que ça, c'est la trace de Dieu. Pour ça que Lacan assimile Dieu et le dieur, comme il dit, le dire. C'est-à-dire que le dire, la capacité que nous avons de dire, c'est la trace même de Dieu. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas une espèce de Dieu dans les nuages qui va venir te dire ce que tu dois faire ou pas faire. D'ailleurs, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui est impuissant. Hein. La parole du Christ, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce qu'il est impuissant. Et c'est pour ça, paradoxalement, que c'est le Dieu d'amour, puisque seul un être faillible, impuissant, est digne d'amour. Donc en fait, le Christ, on dit qu'il vient sauver les hommes. C'est vrai d'une certaine manière, puisque symboliquement, cette histoire amène jusqu'à la possibilité initiatique d'arriver jusqu'au dépassement de sa propre division subjective. Mais il vient surtout sauver Dieu. C'est pour ça que ça donne une religion aussi. Mais que les vrais chrétiens, ils sont pas forcément dans les églises. C'est justement le paradoxe de la religion chrétienne, c'est que c'est la religion de l'athéisme à proprement parler, puisque le Dieu disparaît en tant que puissance, il n'est plus tout puissant. Voilà. Donc ce passage permet de comprendre notre rapport à l'autre et l'évolution de ce rapport à l'autre qui passe d'un état de dépendance absolue, radicale, extrême du départ à une possibilité de faire avec l'autre qui n'existe pas, mais qui est un mécanisme signifiant à partir duquel, justement, nous conquérons notre humanisation. Notre propre humanité passe par le fait que nous sommes des êtres parlants. Et que ce qui permet cette parole, l'ordre symbolique, le Saint-Esprit, chez les chrétiens, c'est une conformation corporelle qui, entre le larynx et l'oreille, nous prédestine, dans ce bloc audio-vocal, à être des êtres de langage. Mais des êtres de langage, ça ne veut pas dire qu'on parle. Hein. On est d'abord parlé avant d'être parlant. Et même quand on est parlant, on est toujours plus parlé que ce qu'on est parlant. C'est ça aussi. On parle avec des mots qui viennent de loin. Qui viennent de l'autre. Les mots appartiennent toujours à l'autre. Voilà. Quand tu dis qu'est-ce qui reste de l'autre, c'est que quand Lacan dit le désir, c'est toujours le désir de l'autre, c'est que les mots appartiennent toujours à l'autre. Et que le désir, c'est toujours le désir de l'autre, ça veut dire que quand Lacan appelle le grand autre le trésor des signifiants, c'est-à-dire tous les scénarios eux-mêmes désirants, comme dans la bibliothèque de Borges, où tous les livres possibles, tous les scénarios, tous les assemblages de mots possibles, ça c'est vraiment l'autre. Mais c'est l'autre en tant que possibilité, pas en tant que sujet. Hein, c'est pas un sujet agissant. Voilà. En réalité, nous sommes seuls avec cette machinerie symbolique. Justement, c'est très bien, c'est magnifique comme question, parce que là, justement, tu renvoies à une petit épisode dans l'interview que... Enfin, c'est pas l'interview, c'est la leçon qu'il fait à Louvain, hein, Lacan, où il dit... on lui dit la communication,
et puis il rit, et tout le monde rit. Et il dit, ah, vous savez, vous êtes au courant alors que ça n'existe pas. Vous comprenez que ça ne peut pas exister. C'est même ce qui fait obstacle à ce que si gentiment on appelle la communication. Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication, voilà des gens sympathiques. La communication, ça fait rire. C'est qu'en fait, c'est un écho. C'est-à-dire que tu ne fais qu'envoyer à l'autre quelque chose qui te revient sous sa forme inversée. Donc, c'est ça le fait que nous soyons inscrits dans une bande de Möbius. C'est un simulacre de communication. Il n'y a de communication que malentendu réussi, en quelque sorte. C'est-à-dire que chacun reçoit son propre message qu'il a envoyé sous sa forme inversée et le reconnaît comme tel. Tu vois? Alors là, il y a un petit exemple qui est magnifique pour illustrer ça, parce que n'hésitez pas à me demander des exemples si c'est un peu trop abstrait. Tu vois, par exemple, c'est un film où un type vient d'être quitté par sa femme, tu vois, il est très très dépressif, etc. Et puis il se promène dans un parc et puis il voit près d'une statue, une espèce de manège bizarre, tu vois, il voit des jeunes, il y en a un qui vient poser quelque chose, et puis peut-être un quart d'heure après, quelqu'un d'autre vient reprendre quelque chose, et puis le manège continue, et puis il va voir ce qui se passe, tu vois. Et puis il prend le truc, c'est un message codé. Il l'enregistre, parce que, évidemment, pour que l'histoire soit viable, il est spécialiste de codage, hein, de cryptage. Il remet le truc, etc. Et puis pour tester le fait que il a bien compris le code, il fait lui-même un message, il va le poser dans la statue. Et il demande que l'homme avec qui sa femme est partie soit supprimé sur le message codé, tu vois. Et là, il y a un concours de circonstances, et le type se fait renverser par une voiture et meurt, et donc il est absolument subjugué par le fait qu'il ait organisé le meurtre de l'autre. Mais en fait, il n'en a rien été, parce que lui, il vit dans son monde avec son histoire, etc. Et les autres, c'était même pas des vrais espions, c'était des étudiants qui avaient mis en place un système de cryptage et qui s'amusaient à se faire. Mais le concours de circonstances a fait comme s'il y avait une réponse du réel qui se passe. Et là, on est dans le malentendu réussi absolu. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a eu une communication, mais il y a, en vérité, chacun continue à vivre dans son monde et à recevoir de l'autre son propre message sous sa forme inversée. Donc, selon comment tu es, et ce que tu dis, ce qui t'arrive de l'autre va te revenir comme ton propre message sous sa forme inversée. C'est effectivement, pour moi, une très bonne nouvelle, cette rencontre avec Dominique Pagani. Parce que, nonobstant l'écart qu'il y a entre nous, qui est cet écart qu'on va retrouver entre Marx et Freud. Mais lui, en tant que fin lecteur de Hegel, et puis vrai lettré, il a une approche, d'abord, que je salue, et que je salue d'une certaine manière, comme on reçoit son message sur sa première versée, je la trouve assez proche de la mienne, d'une certaine manière, parce que, d'abord, il parle. Il n'est pas là à lire des textes, hein, il parle. Bon, bientôt je vais aller au Liban, je vais être obligé de lire quelque chose parce qu'on se retrouve dans des circonstances comme ça, mais je pense que on ne peut approcher quelque chose que par la parole. Donc le principe de la psychanalyse, c'est dénouer par la parole ce qui a été noué par la parole. Seule la parole peut dénouer ce qui a été noué par la parole. Or, l'essentiel de notre destin est noué par la parole. Les dits et les non-dits qui se sont passés au-dessus de nous, hein, le berceau et les faits, on peut les entendre
fairy, les faits F-E-E-S, mais aussi les faits F-A-I-T-S qui nous sont rapportés comme étant nous concernant, etc. Donc on est tout de suite dans l'imbroglio langagier, et les mots, leur assemblage, leur combinaison, les manques de ces mots, les manques de l'histoire vont déterminer l'ensemble de notre destin. Ça, c'est pourquoi nous devons nous confronter à l'autre. Alors après, l'autre, on va aller loin avec Pagani, parce que lui, en bon spécialiste de Hegel, il exemplifie très bien justement cette dialectique du maître et de l'esclave. Et justement, Lacan n'est pas trop d'accord sur la fin avec ça, hein. C'est-à-dire qu'il accorde à l'esclave donc la supériorité in fine, puisqu'il devient le maître du maître, un peu comme dans le film de Joseph Losey, là, The Servant. Et pour Lacan, c'est pas tout à fait ça. Et l'écart qu'il y a avec Dominique Pagani, il se situe juste dans le fait que lui-même se situe dans la lignée de Kluskar. Et alors j'ai parcouru un peu Kluskar et honnêtement, je trouve que Dominique Pagani est supérieur à Kluskar. Lui, il trouve que Kluskar était son aîné, il était très ami avec lui, etc. Et Kluskar a fait quelque chose de remarquable, notamment par rapport à la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui des événements politiques qui se passent aujourd'hui. Parce que, justement, ça a été le premier à ne pas être dupe et faire un décryptage très précis des enjeux de mai 68. Et c'est celui qui a trouvé l'articulation, justement, de ce qui semble s'opposer, mais qui en fait, dans une collusion et une complicité secrète, c'est le libéralisme économique avec le côté libertaire sur les mœurs. Et en fait, ces choses-là ont été artificiellement montées par un discours à la fin de la guerre, donc, et qui a eu ses premiers effets décisifs à partir de 70, donc après mai 68, et qui ont été de éradiquer toute possibilité d'installation de la théorie marxiste. De ce fait-là, par exemple, des gens comme aujourd'hui Cohn-Bendit ou un autre idiot là absolument insupportable, oui, Goupil, ce sont les gens les plus exécrables du monde parce que ils n'ont pas vraiment de culture, ce sont pas des lettrés. Ils étaient libertaires en 68 et libéraux dès 78. Et en fait, aujourd'hui, c'est les principaux soutiens, par exemple, de Macron. Ce qui est, normalement, tout le monde devrait dire, mais c'est pas possible. Comment on peut passer de là à là? Hein, mais en vérité, c'est déjà inscrit dedans, et l'intérêt de lire Kluskar, c'est de retrouver les mots pour rétablir une notion centrale chez Marx, qui est la praxis. C'est-à-dire qu'on retrouve déjà chez Hegel, avec la dialectique et la création de l'outil. Il intègre dans la dialectique, Hegel, pas seulement quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire deux idées, hein, selon le principe du syllogisme, deux idées extrêmes, et entre les deux, quelque chose qui vient faire la médiation, et lui, il intègre l'outil. L'outil, c'est quelque chose de réel. C'est pas juste une idée. Et ça, justement, c'est l'économie comme base de possibilités du politique, donc l'économie politique de Marx, qu'il dénonce comme ne pouvant pas être une science particulièrement autonome, etc. Et Kluskar a une analyse très fine là-dessus, avec l'analyse des rites initiatiques remplacés par l'inclusion dans des sphères de consommation. Tu vois, le père qui offre maintenant on dirait sa première tablette à son fils, ou etc. Et donc ça, c'est bien vu. Et du point de vue marxiste, c'est très bien. Mais par contre, là où Kluskar n'a strictement rien compris, c'est à Freud et à Lacan. Il en parle comme quelqu'un qui n'a pas du tout la même rigueur que quand il approche les textes de Marx, par exemple. Là, il en parle comme un journaliste ou comme un étudiant moyen, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'expérience. Donc, il parle de Freud comme forme d'idéologue, et de Lacan, alors il dit n'importe quoi, et puis il emploie des concepts comme l'inconscient de l'inconscience, c'est pas que ça veut rien dire. Pour lui, ça veut dire quelque chose. Mais pour un psychanalyste, ça veut rien
rien dire. Il n'y a pas d'inconscient de l'inconscient de la même manière qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Parce que ça veut dire ne rien comprendre à ce que c'est que l'inconscient. L'inconscient, ce n'est pas le mécanisme automatique, originel, qui va régler la phénoménologie de mes actes et de mes comportements. L'inconscient, c'est quelque chose qui bat comme un cœur et qui s'ouvre et se ferme uniquement dans un rapport d'analyse. C'est-à-dire entre un analysant qui parle et qui n'entend pas ce qu'il dit, et un analyste qui écoute et qui essaye d'entendre ce que dit l'analysant, et qui, en tant que représentant d'une position d'objet petit a, va donner une interprétation, va couper ou va greffer des signifiants. Et de cette manière, faire dérailler la chaîne signifiante. Et l'inconscient, c'est très rare qu'il s'ouvre. Et on ne peut écouter l'inconscient qu'avec son propre inconscient. Donc il faut savoir ce que c'est déjà son inconscient. Donc il faut être passé soi-même par l'analyse. Et je dirais l'analyse jusqu'au bout, pas des psychothérapies, pas des petits bouts d'analyse comme ça, mais aller jusqu'à la confrontation, là où tous les semblants vacillent, là où tout tremble du point de vue de sa propre identité. Et là, donc, il y a une grosse faiblesse parce qu'il y a une opposition entre Marx et Freud. Alors que Lacan est très clair là-dessus, justement. Il dit... Freud ne dépasse pas Marx. Il faut bien entendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour Lacan, très fin lecteur de Marx, puisque il récupère et il intègre un concept marxien peut-être le plus puissant, qui est la plus-value. C'est-à-dire ce qui va faire que le capitalisme peut s'installer en tant que discours, c'est que le travail sur lequel les psychanalystes, les marxistes insistent, c'est un travail qui est non payé. C'est la plus-value. Or, dans la pratique analytique, justement, c'est le seul discours. C'est là où on a une différence entre le discours capitaliste en tant qu'il ne fait pas lien social et les cas de discours. Bon, ça, je ne vais pas revenir parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais l'analysant, justement, récupère sa plus-value. C'est-à-dire qu'il jette l'analyste comme un déchet à la fin. Il n'y a pas d'exploitation dans ce discours-là. L'analysant récupère l'intégralité de sa plus-value, puisqu'il paye pour sa propre parole en tant qu'elle émerge comme la possibilité unique de son émancipation et de sa désaliénation. Donc là, l'articulation entre Marx et Freud, ça, j'ai écrit quelque chose en 2010 là-dessus. C'est pas de Marx sans Freud, pas de Freud sans Marx. C'est-à-dire comment articuler ces deux champs qui semblent absolument inarticulables. Eh ben, c'est justement mon travail et ma recherche d'essayer d'articuler ces deux champs. Alors pour les marxistes comme justement Kluskar, il y a toujours de la lutte des classes. Mais bien sûr, mais Freud, bien que non marxiste, on ne peut pas dire que Freud soit marxiste, mais il ne nie pas ça, et il ne peut pas le nier, et il ne le nierait pas, parce que c'est un fin lettré. Mais par contre, il dirait que les signifiants, au départ, déterminent la position qu'on va avoir dans la lutte des classes. Et comment on peut reconnaître que, déjà dans la différence sexuelle, il y a cet enjeu de lutte des classes. Puisque, comme dans la lutte des classes, il n'y a qu'une seule classe, la bourgeoisie, dans la lutte des sexes, qui n'est pas une lutte, mais qui est une différenciation sexuelle, il y a un seul sexe, c'est le phallus. Mais ça ne veut pas dire, le phallus, les hommes l'ont, mais ils n'en sont pas les propriétaires. Ils en sont les porteurs. Mais quelque part, il appartient à la femme. C'est la femme qui est le phallus. Elle ne l'a pas sans l'être, comme dit Lacan. Donc il y a toujours un élément qui est un élément du réel, c'est-à-dire un signifiant sans signifier, qui est exactement la même chose que la lutte des classes, mais qui permet de la concevoir, même si on n'est pas capable d'éclairer toutes les articulations de cette démonstration. Donc, il y a une possibilité effectivement
d'articuler Freud et Marx, mais pas selon le freudo-marxisme, disons, de l'école de Francfort jusqu'à après, qui est une erreur qui ne connaît ni Freud ni Marx. Voilà. C'est-à-dire que Marx, c'est quand même très précis, et Freud, c'est hyper précis. Voilà. Alors si on est juste dans des considérations oiseuses à partir de ce qu'on a entendu dire d'un autre qui a dit des concepts, etc., c'est impossible d'arriver à quelque chose de sérieux vis-à-vis de ça. Mais là où, justement, Pagani, pour moi, il est très bon, et d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec lui, là, il y a peu de temps, au téléphone, et effectivement, on est sur la même longueur d'onde. C'est que, lui, il est profondément hegelien, et ce qu'il reconnaît, et ce qu'il a remarqué, c'est que justement, pour on va appeler ça les classes laborieuses, les gens les moins nantis sur le plan matériel, en tout cas dans nos sociétés, dès qu'il y a eu un écart entre Hegel et Marx, c'est là où c'était le pire pour eux. Comme depuis 1968. Justement, où il n'y a ni Hegel ni Marx, parce que il y a eu les Deleuze, Foucault, Derrida, etc., qui ont occupé toute la scène. Althusser, elle comprend rien ni à Marx ni à Lacan, il est considéré comme un marxiste, etc. C'est nul, Althusser. Donc, Lacan, qui était très au courant de ça, par exemple, le seul philosophe, et là je retrouve justement avec Pagani, parce que lui, passant par d'autres chemins, il arrive aux mêmes conclusions, il dit, pour moi, le dernier philosophe qui sauve l'honneur de la France après-guerre, c'est Merleau-Ponty. C'était exactement ce que pensait Lacan. D'ailleurs, dans la troisième, que j'ai commenté assez longtemps, il y a quelques années, celui à qui il rend hommage en faisant le lapsus, en disant Lévi-Strauss à la place de Merleau-Ponty, fait un lapsus énorme pendant cette conférence, c'est Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty, c'était le dernier hegelien. C'est-à-dire, vraiment, la structure hegelienne et la phrase clé de Merleau-Ponty, tu vois, la dialectique, c'est toujours ça, c'est trois, c'est moi, la vérité et les autres. Donc, il y a toujours trois. Voilà. Dès que je suis avec les autres, s'il n'y a pas la vérité, c'est que je suis dans l'opinion, dans la doxa. Et donc je ne suis pas vraiment avec les autres. C'est une somme d'individualité au sens laxiste dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait des particularismes. Mais on n'est pas à l'individu hegelien ou au sujet barré lacanien, c'est-à-dire un universel vide qui a pris des distances avec ses déterminations et qui gère sa propre autodétermination et sa responsabilité, la responsabilité de sa parole dans le monde. Donc ce qui est lié à son éthique, à l'éthique de son discours et le fait qu'il ait fait lui-même. En analyse, normalement, on fait le tour des 4 discours 2 fois. Alors, ça se fait pas de manière comme dans un Monopoly, on passe pas avec des cases, on touche pas 20 € à chaque fois. Mais, en tout cas, on repère dans la manière dont l'analysant, lui, se positionne face à ce qu'il rencontre dans le réel et comment il réagit par rapport à ça, quelle est la différence de ses réactions et comment il s'est déplacé en tant que sujet. Et c'est là où on rejoint aussi la dialectique hegelienne sur le fait que la synthèse chez Hegel, c'est la même chose que l'antithèse, sauf qu'il y a eu un déplacement subjectif. Mais ça d'ailleurs, tu m'en as parlé l'autre jour, tu l'avais remarqué. Oui, exactement. Ouais. S'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est parce que il n'y a pas de complémentarité entre moi et le monde. Donc, le rapport sexuel, ça voudrait dire qu'on est, qu'il y a une correspondance. Alors que comme le monde, alors, il faudra définir le concept de monde aussi, mais le monde, c'est l'ensemble des représentations qu'on se fait. Mais le monde, c'est notre propre refoulement. Donc, il n'y a pas de complémentarité avec ça. Il y a toujours un décalage, puisque je ne peux pas être identique à moi-même, et le monde lui-même ne se correspond pas. Donc il y a toujours du 3. Il n'y a pas 2 qui s'imbriquent l'un dans l'autre, qui deviennent 1. Ça n'existe pas. Sauf avec des prises de courant, où il y a une prise mâle et une prise femelle qui se mettent l'une dans l'autre, et d'un seul coup, ça fait un seul fil où le courant passe. C'est justement ce qui n'arrive jamais. Parce que la différence sexuelle, le réel de la différence sexuelle, tel que le dit Lacan, c'est que
la différence entre un homme et une femme, il n'est jamais réductible au plan symbolique. On peut jamais en faire une séquence narrative. On met devant, comme l'avait fait Turing, on met devant un écran un homme et une femme et on leur demande de répondre à des questions. Jamais on ne peut deviner si c'est un homme ou une femme. Parce que la différence est de l'ordre du réel. Et le réel, c'est ce qui est indicible. C'est quelque chose qui échappe à l'ordre symbolique. Donc on ne peut pas le dire. Parce que quelque part, c'est pas que la femme est trop loin, c'est qu'elle est déjà trop proche en moi. Nous sommes déjà, les hommes sont des mâles ratés et les femmes des femelles ratées. Donc on n'arrive pas à être identique à soi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qu'on va retrouver ensuite dans les principes de la lutte des classes, telle qu'elle est bien comprise, c'est-à-dire que la lutte des classes, c'est une question de dialectique. On est forcément placé déjà à l'intérieur. Et donc, c'est depuis l'intérieur qu'on déforme sa propre perception, pour parler de la lutte des classes, exactement comme quand on parle de sexe. C'est à partir de sa position. On ne peut pas voir les choses objectivement, avec une distance objective. On est déjà immergé, et c'est à partir de là que notre tropisme va nous faire aller d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où rentrent en jeu les signifiants, et donc la manière dont je fais avec mon histoire personnelle. Chacun de nous fait avec son histoire personnelle. Alors ça, c'est un trait de génie lacanien. C'est-à-dire que c'est un très fin lecteur de Marx, Lacan. Donc il a compris que, justement, comme les heures des ouvriers sont comptées, mais tout est compté, parce que, comme on parle très bien Pagani, quand il y a l'exploitation, par exemple, anglaise des îles aux Philippines ou je sais pas quoi, où les enfants doivent travailler 14 heures par jour, ils ont 1 minute 20 secondes pour pisser. Hein, c'est-à-dire que tout est calculé. Et justement, qu'est-ce qui échappe à ça? C'est le réel. Le réel échappe toujours à l'ordre symbolique. Donc, cette plus-value que le capitaliste va empocher sur le dos de ses ouvriers, parce que elle n'est pas calculable, elle n'est pas réductible en termes symboliques, hein, puisque c'est lui qui est du côté où il possède les moyens de production. Donc c'est forcément du réel. Le réel, là, c'est l'objet petit a de Lacan. C'est-à-dire que il s'entend dans son équivoque signifiante plus de jouir ou plus de jouir. C'est-à-dire que c'est là où tu ne jouis plus, ou c'est là où tu as un excès de jouissance, selon le rapport de ton sujet à l'objet petit a. Donc, si tu veux, le rapport de Freud à Marx, il tient justement dans cette responsabilité subjective absolue que prône la psychanalyse, où justement pour arriver au communisme, on dira, c'est-à-dire la considération a priori des communs, hein, le communisme n'étant pas un programme à appliquer, mais plutôt le nom du problème à résoudre, de ce qui est universel. Ça ne peut se faire que par des sujets qui auront fait ce travail-là, d'abord sur le plan de leur propre subjectivité. Sinon, tu comptes toujours sur l'autre comme un autre substantiel, un autre qui existe vraiment, et de qui tu vas attendre ta rémunération, ta grâce, ta salvation. Voilà, ça marche pas comme ça. Parce que tu te mets toi-même en position de minorité, et si tu te mets toi-même en position de minorité, eh bien tu y restes en position de minorité. Et donc, tu fais changer des gouvernements pour d'autres, et tu attends toujours. Alors, comme dit le proverbe Hopi, tu vois, nous sommes ceux que nous attendons. Tu vois, il n'y a plus à attendre d'autres. Mais pour ça, forcément, il s'agit de faire le travail pour soi d'abord. C'est-à-dire de passer de l'en-soi au pour-soi, et de faire son propre travail, d'accéder à sa propre émancipation de sujet, en tant que sujet barré lacanien, qui correspond à l'individu universel, cette fois hegelien. Bon, évidemment, le plus de jouir, c'est l'objet petit a en tant
on peut se reporter aux autres séminaires, hein, c'est ce qui... Ce passage de la plus-value au plus de jouir, ou au plus de jouir, c'est ce qui permet, c'est la découverte lacanienne. Il ne revendique que ça, hein, l'objet petit a, comme découverte. Parce que c'est ce qui, justement, permet aux philosophes d'arrêter d'osciller entre symptômes et fantasmes. C'est-à-dire l'objet petit a permet de se poser en tant que sujet barré, parce qu'il est l'objet incommensurable à ce sujet, parce qu'il est l'autre côté de la bande de Möbius. Il est le réel qui ne rentre jamais dans le symbolique. C'est ça la notion de réel chez Lacan. Donc sans cette notion de réel-là, c'est impossible de rentrer véritablement dans la conduite d'une cure, ne serait-ce que ça. Parce que sinon, comment tu peux conduire une cure? Puisque ce qui est en jeu chez un sujet, c'est toujours d'abord un enjeu de reconnaissance de son désir. Hein. Alors, il y a cette dialectique du maître et de l'esclave, mais ça en scène, justement. Oui. Alors ça, c'est très difficile, effectivement, parce que la jouissance, si on veut en parler de manière assez simple et illustrée, on va dire que, par exemple, la première fois où tu as fumé une cigarette, par exemple, tu as eu une jouissance, mais c'était pas du plaisir. Quand tu as bu de l'alcool, la première fois, c'était une jouissance, pas du plaisir. C'est-à-dire que c'est un plaisir qui est niché à l'intérieur du déplaisir lui-même, et qui fait écho à ce genre de plaisir dans le déplaisir, insu du sujet, comme dit Freud avec l'Omora. C'est-à-dire que dans le... J'ai revu l'autre soir un film que j'adore, Voyage au bout de l'enfer, Deer Hunter de Michael Cimino. Un groupe de jeunes travaillant dans une aciérie se retrouve au Vietnam, là, et justement à un moment absolument traumatique où ils sont obligés de jouer à la roulette russe avec leurs geôliers. C'est-à-dire que les geôliers les font jouer à la roulette russe devant eux et parient. La jouissance, c'est ça. C'est-à-dire que après coup, alors qu'il a complètement décroché, qu'il a fait une crise psychotique, etc., il ne peut pas ne pas continuer à jouer à la roulette russe. Parce que ce qu'il a éprouvé à ce moment-là, dans ce plaisir du déplaisir, répugnant d'une certaine manière, mais en même temps donnant une consistance à son être. C'est pour ça que la jouissance, même si c'est mal défini de la manière dont je le dis, mais je dis c'est ce qui donne un sentiment d'existence qui est au bord de l'inexistence. Mais on est sur une crête, à la fois on existe un peu trop, c'est douloureux, et en même temps on perd nos déterminations qui nous faisaient croire à notre existence. Et ça, on a vécu ça étant petit, par exemple, je sais pas, si des enfants qui ont été battus. Ils vont chercher à prendre des coups, ou ils vont chercher à en mettre, parce qu'ils vont essayer de retrouver ce moment où, entre le monde du langage auquel ils appartiennent, le monde des mots, et ce qui ne rentre pas dans les mots, leur propre corps d'une certaine manière qui leur échappe et qui leur fait peur, il y a là une forme de conjonction qui est en même temps déplaisante, mais dans laquelle on trouve un certain plaisir à peut-être évoquer, vivre en soi son unicité et je dirais presque son immortalité. Tu vois, c'est comme si on tentait quelque chose là. C'est pour ça que la jouissance et la souffrance, on peut dire, c'est la même chose. Hein. Parce que le dégoût, justement, c'est l'envers du désir. C'est pas l'indifférence, l'envers du désir. C'est un dégoût profond. Ça veut dire qu'il y a du désir s'il y a un dégoût profond. Les gens, par exemple, qui sont... Tu sais, il y en a qui, par exemple...
je déteste l'emploi de ce mot de la novlangue, car on appelle ça homophobe maintenant, tu vois, mais je veux pas employer ce mot-là. Mais les gens, par exemple, qui détestent les homosexuels, etc., c'est forcément qu'ils sont homosexuels. Sinon, tu as juste de l'indifférence vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ça te concerne pas, quoi. Si à ce point ça t'obnubile, c'est que tu l'es toi-même. Tu vois? Les gens qui sont anti, je sais pas quoi, c'est qu'ils le sont. Forcément. Sinon, tu as de l'indifférence vis-à-vis de ça. Ça, c'est la jouissance. Et la théorie des discours permet de rendre compte de la jouissance, paradoxalement. Mais c'est vrai que si elle est... alors ce que j'aime beaucoup aussi chez Pagagne, c'est sa manière de dire les choses. Par la parole, justement, il me fait penser à cette image du pêcheur au filet en Afrique. Quelqu'un qui arrive comme ça sur le bord d'un ponton et qui, d'un mouvement assez gracieux, va faire un demi-tour ou quart de tour sur lui-même et va envoyer son filet avec une grâce qui fait que le geste va permettre de déployer le plus largement possible devant lui le filet et de faire un cercle presque parfait, donc de saisie du réel des poissons qu'il y a là-dessous. Et ça, c'est le système symbolique. Et ce qui échappe, et les trous du filet, c'est le réel. Et Pagagne, il fait ça avec sa lecture de Gérard de Nerval, notamment, il fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'il commence son travail de parole. Alors, je lui dis que c'était un griot, parce qu'il a vécu en Afrique. Mais c'est vrai, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il va approcher au plus près du centre vide, justement. Et là, il part d'une nouvelle de Nerval qui s'appelle Angélique, et en fait c'est un petit texte, une petite nouvelle, et lui il part du principe, a priori, qu'en fait c'est un texte beaucoup plus long que l'Odyssée. Et il va le prouver, c'est-à-dire qu'il va faire, là il va faire cette année, je sais pas, 8 ou 9 ou 10 séminaires là-dessus, aussi passionnants les uns que les autres, parce que sa manière de tourner autour, en fait, du point vide, du réel qu'on cherche, mais de le cerner au plus près, il se sert là du génie de Gérard de Nerval, qui lui avait... sa propre mère l'a abandonné à sa naissance, Gérard de Nerval, et elle a suivi son mari qui était capitaine de l'armée napoléonienne, et puis elle est morte sur un pont à l'est entre l'Allemagne et la Pologne, là-bas, etc. Et il n'a pas connu sa mère. Donc il y a la tombe de sa mère. Mais là où il est né, c'est pas loin de la tombe de Rousseau. Et la tombe de Rousseau, en fait, c'est une tombe vide. Les cendres de Rousseau sont au Panthéon, juste là. Et donc, Gérard de Nerval, lui, il n'arrête pas de tourner entre aller vers l'Est, c'est-à-dire dans la course contraire du soleil, mais il sait qu'il ne peut trouver que de la désolation là-bas, c'est-à-dire la tombe de sa mère, il n'y a rien, c'est forcément une très grande déception, et un symbole pur qui est la tombe de Rousseau près de laquelle il a grandi, et justement une tombe sans pathos, sans affect, puisque c'est un monument vide, mais qui célèbre celui qui a permis justement à la Révolution française d'avoir lieu, par ses textes, et même ensuite à Kant et à Hegel de déployer leur système, parce qu'il a découvert justement ce qu'était le rapport entre l'homme naturel et l'homme de la polis, c'est-à-dire de la cité grecque, et notamment, dès qu'il y a la marque de l'homme, il y a toujours, selon Rousseau, c'est pour ça qu'il aimait ses promenades solitaires dans la nature, on lui demande pourquoi, et là il déploie ça, il dit « hors de la domination et de la servitude ». C'est-à-dire qu'il y a toujours, dès qu'il y a de l'homme, un système qui est mis en place où il y a de la domination et de la servitude.
Ça a permis donc à Kant de déployer son système, et ensuite bien sûr à Hegel, et en même temps ça a permis la Révolution française. Donc Nerval, lui, en fait, tourne autour de Ermenonville et la tombe. Et c'est très beau la manière dont il le raconte, parce que il a repéré, c'est un très fin lecteur, donc il a repéré dans la dimension horizontale du texte, dès que Nerval luttait contre sa psychose, en quelque sorte, et donc stabiliser par un mouvement régulier son avancée. Et puis dès qu'il y a une dimension verticale dans le texte, c'est qu'il était pris par des illuminations qui refaisaient flamber sa psychose. Mais il faut savoir que Nerval a eu des crises psychotiques extrêmement puissantes et qu'il s'est suicidé en plus. Donc la plupart de ce qu'on appelle les romantiques, bien que Rousseau soit considéré comme juste un précurseur, mais en fait, il va aussi beaucoup plus loin, et Dominique Pagani l'explique bien, ça, que les romantiques, ce sont des gens qui sont morts assez tôt, ou qui devenaient fous. Parce que ils essayaient de vivre une sorte de clivage en eux, qui est une articulation entre le côté chrétien, c'est-à-dire où le Dieu est transcendant, c'est une essence, il n'y a plus d'être de Dieu là, il faut pas y compter, c'est juste dans notre manière de nous comporter avec les autres hommes que nous montrons que nous croyons en Dieu ou pas. Mais il n'y a pas de Dieu manifeste, il n'y a pas de grand autre, hein. Le Christ c'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il n'y a pas de grand autre. Alors, on ne peut pas compter là-dessus. Il y a sa trace, hein, comme on l'a vu, mais il n'est pas en tant que sujet actif. Et d'autre côté, le monde grec, donc c'est là où aussi Dominique Pagani est très fan et fin lecteur de Hölderlin, donc le monde grec païen, d'ailleurs Pagani ça veut dire païen, lui il est aussi chrétien en s'appelant Pagani que moi je suis païen en m'appelant Christian. Donc j'ai trouvé ça intéressant dans notre relation. Et comme lui il est musicien alors que moi je suis graphiste, donc je suis dans le monde visuel, donc ce qui m'importe c'est toujours le noyau anhistorique au sein de l'histoire. C'est pour ça que moi c'est la lecture de Walter Benjamin qui me plaît dans les marxistes, hein. C'est-à-dire que lui il récupère ce noyau anhistorique, alors que pour les marxistes ce serait tout historique en quelque sorte, et la musique c'est diachronique, une note elle vient après l'autre, même si c'est une fraction de seconde, il faut toujours qu'il y ait du temps. Alors là il y a quelque chose hors temps dans la dimension spatiale de l'art visuel par rapport à l'art musical. Donc on a une rencontre comme ça très intéressante, et voilà. Je voulais en parler un peu avant peut-être de faire quelque chose avec lui, parce que justement nous devons continuer à parler de ces choses-là ensemble.